Je tiens ma plume, je vois, je tiens ma plume. Je voudrais parler pour qu'on oublie aussitôt mes billevesées, mais voilà, le pissenlit. Et puis, une bonne idée peut être finalement de ne pas écouter cette vidéo, ou de ne pas regarder cette vidéo. Dehors, Citer se rapprochait. Fébrilement, je prenais des photos qui ont raté. Je me trompais de sujet, je photographiais l'embarquement pour Citer, comme il m'arrive à peu près à chaque photo historique. J'ai décidé une fois pour toutes d'y renoncer et de tirer au hasard de la route, mais c'est difficile aussi. On choisit malgré soi pour économiser le film. Et tout ce qu'on a mis d'intelligence dans ce choix, même d'une seconde, est traduit par une espèce de brouillard sur la photo. Vengeance. Aujourd'hui, nous parlons du renard et la boussole. Le renard et la boussole, c'est le 3e livre publié par Robert Pinget en 1953. Et 1953, c'est entre autres, notamment, on peut aussi dire l'année de publication du Degré Zéro de l'écriture de Roland Barthes, par exemple. On est à un moment, bien sûr, de créativité effervescente, de grands débats intellectuels autour de la littérature, autour de la possibilité de continuer la littérature, aussi, étant donné, évidemment, tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, Le Renard et la Boussole, c'est le dernier texte que Pinget publie avant de rallier les éditions de Minuit. Et donc, il a été republié par les éditions de Minuit, donc c'est pour ça que moi j'ai un exemplaire des éditions de Minuit, en 1971. J'avais acheté cet exemplaire à Paris dans ma grande période de frénésie Pinget, c'est encore écrit dessus d'ailleurs, juillet 1993. Ça veut donc dire, à titre autobiographique, je ne me souviens pas du tout le jour précis ou l'endroit précis où j'ai acheté mon exemplaire du Renard et la Boussole, mais c'était donc lors des oraux de Normal Sup, lors de ma première tentative infructueuse pour intégrer la rue Lune. Voilà, donc c'était vraiment une époque où je lisais beaucoup Pinget, pardon. C'est une époque, par exemple, je me souviens très nettement que pendant que j'étais à Paris, et plus précisément hébergé à Montrouge, pendant les oraux, je me rappelle que j'ai lu à ce moment-là Le Fiston de Pinget, dont je parlerai plus tard, puisque bien sûr je lis chronologiquement, ou je reprends chronologiquement la lecture des œuvres de Robert Pinget dans le cadre de ce projet. La clôture de figuier de Barbarie, superbe, haute de 2 mètres et large de 4, épineuse à souhait, chargée de fruits, l'impressionne. Elle est comme une invitation sarcastique à ne pas entrer, alléchante et infranchissable. Je m'appelle John Tintouin Porridge. C'est la première phrase du Renard et la Boussole. Et le Renard et la Boussole, c'est donc à la page 7 de cette édition. Le Renard et la Boussole s'achève à la page 244 sur une très longue, très longue phrase qui n'est pas sans rappeler bien sûr le grand monologue dans Ulysses de Joyce ou certaines tentatives plus récentes également au moment où Pinget écrit, et ça se termine par une très longue phrase qui se finit par, je lis juste la fin, moi quand on pense, oui avec ces 20 francs j'aurais pu, j'ai bien fait, justement j'ai des anniversaires, un paquet chacun, un paquet avec une petite lettre, et pour qu'ils se souviennent, j'ajouterai en NB, je m'appelle John Tintouin Porridge. Alors bizarrement, c'est j'ajouterai en NB, et quand on lit ça un petit peu à la fin, et que c'est la dernière phrase du livre, je ne me rappelais pas en fait qu'il y avait NB, je pensais plutôt que c'était PS, post-scriptum, parce que c'est un peu, voilà, c'est le post-scriptum. Mais ce qui est en fait assez frappant ici, c'est que cette phrase, qui est la première phrase du roman, est ici requalifiée comme un nota bene. Et donc finalement, c'est comme si tout le roman commençait par un nota bene. Attention. Et ça m'a rappelé en fait le début de Mahut ou le matériau, dont je parlais dans la vidéo numéro 6, qui commence par « je t'avertis ». Il y a une espèce d'admonestation ou de relation peut-être de méfiance, ou une relation d'autorité entre le narrateur, entre celui qui dit « je t'avertis, je m'appelle » et le lecteur. Alors autre petite bizarrerie par rapport à cette première / dernière phrase, c'est que dans la première phrase, Tintouin est bien écrit avec un U, comme c'est normal en français, du Tintouin,
Et puis dans la dernière phrase, il y a le U qui a sauté. Alors je ne sais pas si c'est délibéré ou pas, si c'est une coquille ou pas, mais c'est un petit peu curieux quand même, vous voyez, John Tentwin Porridge. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en fait les deux se prononcent pareil, donc du point de vue de l'oralité, et on sait l'importance qu'on commence vraiment à prendre dès ce moment-là dans l'écriture de Pinget, l'importance de l'oralité, l'importance de la voix. Tintouin se prononce de la même manière selon qu'il s'écrit avec un U ou pas, mais bien entendu, il s'agit quand même d'une variation graphique. Et puis peut-être aussi que ce Tintouin sans U se rapproche un petit peu plus encore de Tintin, donc propose un autre modèle. Bon, il va de soi que le nom est un nom, je n'ai pas fait ce commentaire-là, mais je le dis quand même en passant, ce nom est un nom éminemment, on va dire burlesque. John Tintouin Porridge, il s'appelle Porridge, donc en fait c'est bon, une nourriture, alors certes extrêmement nourrissante, une nourriture populaire également, puis une nourriture... L'anglicité du nom n'est jamais expliquée d'ailleurs, on ne sait pas du tout pourquoi ce personnage dont on finit par comprendre qu'il est un citoyen de Fantoine, une des localités importantes de la géographie imaginaire de Pinget, on ne sait pas du tout pourquoi finalement il a ce nom en grande partie anglais, ou anglophone, ou de consonance anglophone. Bon, Tintouin, la deuxième partie de ce nom en trois parties, est-ce que c'est un middle name, c'est-à-dire un deuxième prénom, est-ce que c'est un nom composé, Tintouin Porridge? En tout cas, ce Tintouin, bien sûr, implique que, là encore, si on parle d'oralité, le fait que le livre, ou en tout cas, plus exactement, je vais y venir sur la question du livre, le fait que le narrateur est quelqu'un qui fait du Tintouin. Le narrateur est du bruit, le narrateur est du charabia, parce que c'est ça un peu le Tintouin. Arrête ton Tintouin, c'est arrête de faire du bruit, arrête de faire du bruit pour ne rien dire. C'est du bruit insignifiant, en fait, le Tintouin, le tohu-bohu, selon un terme plus biblique, et que l'on a déjà rencontré d'ailleurs, je crois, je ne me souviens plus, dans Maheu ou le matériau. C'est dans Maheu ou le matériau, ou dans Entre Fantoine et Agapa. Voilà, donc déjà pour parler de cette incipit et de cette explicit, enfin de cette première / dernière phrase et du nom du narrateur. Leurs femmes avaient des robes à fleurs, elles étaient grasses comme des oies. Comment résumer Le Renard et la Boussole? Eh bien, ça risque d'être un problème récurrent de ces vidéos, c'est que même si j'aime énormément ces livres, même si j'ai eu énormément de plaisir à relire Le Renard et la Boussole, et j'ai d'ailleurs délibérément fait durer le plaisir, je me suis interrompu, j'ai fait traîner parce que si je lis ces livres trop vite, il va falloir que je fasse les vidéos, et donc je vais avoir un rythme de vidéo trop soutenu, et c'est difficile à faire, de tenir les délais. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas un trop grand délai entre la fin de la lecture et la vidéo, j'ai fait durer, et effectivement j'ai fini de le lire lundi dernier, et là je fais une vidéo samedi, je fais cette vidéo numéro 8, samedi 17 novembre. Je suis embarrassé pour résumer Le Renard et la Boussole, parce qu'en fait, comme beaucoup de livres de Pinget, finalement ça ne se résume pas. Ça ne se résume pas, et en même temps, comme toujours, ça peut se résumer, parce qu'il y a de la narrativité. En bref, en essayant de faire bref, il y a un narrateur qui s'appelle John Tintouin Porridge, je l'ai dit. Ce narrateur qui passe les 20-30 premières pages dans un certain nombre d'élucubrations au sujet de sa situation personnelle, de ses rencontres, de ses tentatives d'écriture, et ça c'est très important. Il se décrit comme un auteur, mais en fait on comprend que tous ses livres sont inachevés ou qu'il abandonne très vite, soit par paresse, soit du fait de circonstances extérieures qui lui offrent un prétexte suffisant pour ne plus écrire. À un moment donné, il rencontre alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il imagine un renard, un personnage de renard qui est un renard anthropomorphique, mais qui est néanmoins tout le long du texte un renard, un animal, et il lui colle dans les pattes, en quelque sorte, très très vite, autour de la page 20-25, un vieux juif, David, mais qui est en fait le juif errant, c'est dit comme ça à plusieurs reprises, c'est la figure du juif errant, et ils partent ensemble, ils s'embarquent ensemble à Marseille sur un bateau à destination d'Israël. Un quart de leurs aventures en termes de quantité, en termes de nombre de pages qui est consacré à ce voyage en bateau, et ensuite une petite centaine de pages qui se passent en Israël, et dans lesquelles, donc en Israël, ils rencontrent des colons. Alors bien sûr, c'est écrit en 1953, c'est censé être contemporain de l'époque d'écriture, et donc c'est au tout début, bien sûr, du retour vers Israël,
nouvelle nation du peuple juif, des juifs du monde entier, et donc il est question bien sûr de juifs de pays extrêmement divers, États-Unis, Allemagne, Italie, etc. C'est peut-être d'ailleurs un des livres les plus politiques ou les plus historiques de Pinget, au moins dans le choix de son sujet. Ces aventures de Renard et de David, elles sont médiées en quelque sorte, elles sont transmises au lecteur, soit par John Tintouin Porridge qui très régulièrement se rappelle à nous, nous rappelle qu'il est là et que c'est lui qui raconte et qu'il est avec eux, et ça c'est très important. Donc bien sûr on est sur ce double plan, c'est lui qui a imaginé ces personnages et donc bien sûr c'est une fiction totale, et en même temps il cherche à accentuer l'effet de réel en se décrivant en compagnie de ces deux personnages en Israël. Donc il est du voyage. Il est avec eux, il n'est pas tout à fait avec eux, parce que par exemple dans le voyage de retour, il embarque pas exactement avec eux, il n'embarque pas en leur compagnie à strictement parler. Et puis il y a une autre manière dont les aventures de Renard et de David sont transmises, c'est au moyen d'un peintre, d'un dessinateur plus exactement, qui s'appelle Benjamin, qui est avec eux sur le bateau et qui à un moment donné qui apparaît, c'est un personnage qui n'est pas là dès le début, il apparaît au milieu du voyage, au milieu du récit du voyage en bateau, et donc en fait ça donne lieu à un certain nombre de descriptions, d'ekphrasis, de dessins, et donc voilà, donc il y a toute une partie aussi de ceux qui arrivent à Renard et à David qui se trouvent dans l'illustration, c'est-à-dire en fait dans les descriptions de tableaux. Donc c'est pas directement par un récit de fiction qui est déjà tout de même de l'imagination, c'est par une sorte d'imagination de second degré. Alors la raison pour laquelle le roman est assez difficile à résumer, c'est parce que à la page 186, comme c'est étrange, voilà le retour déjà écrit. Je n'ai pas le courage d'imaginer celui de Renard et David, qu'ils restent dans la cale ou n'importe ailleurs, je les retrouverai au coup de baguette. Ça c'est page 186. Je leur suis reconnaissant, débordant de reconnaissance, j'ai envie de leur faire un discours et de trinquer à leur bonheur, à leur résurrection, à leur permanence, mais il vaut mieux me taire. Me voici à Fantoine, mes amis n'ont pas changé, ou si peu, un nom parfois, est-ce qu'ils me reconnaissent? Oui, ils reviennent. Et à partir de la page 186 jusqu'à la page 240, et ça représente donc à peu près 1/6 du livre, ce n'est plus le Renard et David, il est à nouveau question des aventures de John Tintouin Porridge, où John Tintouin Porridge raconte en fait sa vie quotidienne et son retour à Fantoine. Et donc on se trouve non pas même revenu au point de départ ou au tout début du livre, parce qu'en fait le tout début du livre ne se passe pas à Fantoine. De John Tintouin Porridge, au tout début du livre, il ne nous parle pas de la Lorpailleur, on n'a pas du tout les personnages habituels du panthéon de Robert Pinget, ni la géographie imaginaire de Pinget. Et donc cette géographie imaginaire de Pinget avec les personnages récurrents, Lorpailleur, Ceinture, avec Traïco, etc., Maheu, qui est une des personnes que côtoie John Tintouin Porridge ici, ressurgissent dans le dernier 6e du livre. Et c'est donc comme s'il y avait finalement le renard et la boussole, comme si le texte était structuré par une sorte d'avant-propos d'une scène d'écriture, d'un écrivain qui explique en quoi il est un écrivain tâtonnant ou un écrivain raté, qui trouve son sujet, tient un récit avec un renard anthropomorphique, totalement renard quoique anthropomorphique, juif errant, Israël, voyage, expérience, très contemporaine d'un point de vue historique, et à un moment donné, il revient à Fantoine, et ce qui se trouve ici mis en écho, c'est bien entendu le retour à la réalité. Alors le retour à la réalité, si on comprend du coup que ces aventures étaient une fantasmagorie totale, une invention totale de la part de John Tintouin Porridge, c'est bien entendu l'ironie, c'est que le retour à la réalité, il se fait dans cette géographie imaginaire, avec ces personnages récurrents imaginaires, qui sont pas du tout la réalité, mais qui sont une fiction de l'univers fictionnel de Robert Pinget. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs degrés de fictionnalité, et comme si on partait d'une fiction, le narrateur John Tintouin Porridge, extrêmement fantoche, et extrêmement fantomatique, même par certains côtés, dès le tout début, une fiction du 2e degré qui est l'invention du renard et du juif errant par John Tintouin Porridge, pour retomber vers ce qui est
la réalité entre guillemets, et qui n'est pas plus la réalité, qui est à nouveau le premier niveau de fictionnalité. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très difficile à résumer. Cette nuit, avant de m'endormir, sensation de choses froides sur le col de mon pyjama. J'allume, c'est un gros verre. J'avais rapporté des pommes de la campagne. D'une chiquenaude, je les fais sauter dans le pot de chambre. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit à propos de la structure du renard et la boussole. Je n'ai fait aucune vérification parce que pour l'instant, je ne fais pas de lecture secondaire. Je ne lis pas de critiques, je ne lis pas de biographie, je n'ai pas lu du tout d'articles de recherche, d'articles universitaires sur le renard et la boussole. Mais en revanche, bien sûr, je lis avec mes propres repères, avec mes propres souvenirs de l'œuvre de Pinget, et aussi avec ma propre culture littéraire. Et en fait, en relisant Le Renard et la Boussole, ce à quoi m'a fait penser Le Renard et la Boussole de manière de plus en plus, on va dire, prenante au fur et à mesure de ma lecture, c'était aux aventures d'Huckleberry Finn, de Mark Twain. Parce qu'il y a cette même structure. D'abord, Huck Finn s'échappe, il part pour une longue aventure sur un radeau avec Jim, le noir, qui est en fuite, l'esclave, qui est un fuyard. Ils passent ensemble tout un long moment sur ce radeau sur le Mississippi, et puis ils finissent en fait par atterrir, au sens strict du terme en quelque sorte, chez, je ne sais plus bien, j'ai pas vérifié, une tante, je crois, de Tom Sawyer, où ils retrouvent en fait Tom Sawyer. Et en fait, ce qui se passe dans la structure même de Huck Finn, c'est qu'il y a tout le point de départ dans lequel je vois, moi, un parallèle avec le début un peu à la fois très prenant et un peu informel du Renard et la Boussole. Le voyage sur le radeau qui correspond en fait au périple en Israël du renard et du juif errant. Et alors là, bien sûr, ce qui est intéressant dans l'analogie, c'est que le renard et le juif errant, Huck Finn et le noir fuyard, lequel est lequel, qui correspond à quoi? C'est assez intéressant parce que si on voit dans le noir qui fuit l'esclavage une sorte de parallèle du juif errant, et en l'occurrence plutôt l'inverse, puisque Pinget écrit pas loin d'un siècle après Mark Twain, ce qui est intéressant si on fait ça, c'est qu'à ce moment-là, l'animal, ça n'est pas le noir, comme dans les clichés racistes, c'est Huck Finn. Bien, peu importe. La dernière partie, elle, est une sorte de retombée qui a souvent été d'ailleurs dénoncée par les critiques du roman de Huck Finn comme un affaiblissement. À savoir, on retombe en fait dans une narration qui est plutôt celle de Tom Sawyer, c'est-à-dire des tours un peu pendables, une espèce de comédie de chenapans qui joue des tours aux uns et aux autres, et notamment d'ailleurs en l'occurrence à Jim, au noir. Et finalement, je me demande s'il n'y aurait pas un parallèle avec cette espèce de dissolution de l'aventure, de dissolution de ce qu'il peut y avoir de beau dans l'aventure, dans ce moment, cette parenthèse un peu magique, un peu enchantée de la fuite sur le radeau, et le voyage en Israël. Et du coup, la structure, c'est pour ça que je disais que la structure est similaire à celle de Huck Finn, on a une sorte de retombée structurelle, c'est-à-dire de retombée dans le réel, le retour à Fantôine, la confrontation de John Tintouin Porridge à la l'orpailleur, et le fait qu'il se trouve en état d'échec, l'aporie finale du récit, rejoint en partie l'ironie et la dernière partie de Huck Finn. Bon, c'est un peu à bâton rompu, c'est un peu étrange comme analogie, mais c'est une analogie qui m'a beaucoup frappé. Donc si c'est une erreur, c'est la mienne, mais c'est une erreur qui me semble stimulante en tout cas. Moi, je cueillais des mûrons au bord du Jourdain. Il y a là aussi des mûrons. La Savoie est universelle. Cette question de l'emboîtement et des niveaux de fictionnalité se trouve dans une scène, de manière récurrente à plusieurs niveaux dans Le Renard et la Boussole, mais elle se trouve de manière éminente dans une scène du centre du roman, qui est la scène de la visite de Renard et du Juif errant à Soliman le Magnifique. C'est au bas de la page, ça commence au bas de la page 106. David et Renard voyageaient par petites étapes, ils arrivèrent un jour à la clôture des jardins de Soliman le Magnifique. Un écriteau en lettres d'or, traduit en 3 langues, le signalait. Et Renard s'étonne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire?
Soliman le Magnifique, je le croyais mort depuis 3 siècles. Erreur, mon cher, il n'y a pas plus de morts sur la terre que de navires sur ma main. Quelques pages plus loin, au bas de la page 110, les Renard et David rencontrent des maçons qui sont en train de réparer la mosquée. Ils cherchent toujours à aller voir Soliman le Magnifique, qu'ils n'ont pas encore pu rencontrer. Et donc ils demandent évidemment aux maçons de les aider. Ça va, le mortier petit, ça se gage, grand-père. Dis-moi, où tu nous mènes ta ménagerie? Et non, la ménagerie, c'est le renard. Chez le Magnifique, mon brave, pas possible. Se tournant vers les copains, l'ouvrier de rire les dit de s'esclaffer. Qu'y a-t-il de drôle demande Renard. De drôle, animal? Il est mort voilà 300 ans. Cette mosquée, c'est son tombeau. Ha fait Renard, en se tournant vers David. Ha. Et donc, bien entendu, il y a dans cette espèce de parenthèse fictionnelle l'invention d'une fiction. Un renard, déjà c'est un petit peu quand même inhabituel, et le juif errant se rendent à la mosquée de Soliman le Magnifique alors qu'il se trouve en Israël au début des années 50, et pendant un temps on croit qu'effectivement ils vont rencontrer Soliman le Magnifique. Dans un deuxième temps, c'est Renard, qui était réaliste, historiciste, qui se trouve avoir raison. Soliman le Magnifique est mort depuis 300 ans. Sauf que, à ce moment-là intervient le peintre, le dessinateur, Benjamin, qui répond, qui dit ça au maçon. Et ça, demande Benjamin en tendant au maçon son image. Et ça, le maçon regarde, il s'arrête de rire, la bouche pleine de pain, il cesse de mâcher. Il ouvre des yeux ronds, les autres se penchent sur le dessin. Il s'arrête aussi de mâcher, etc. Votre Altesse est trop généreuse, dit Renard, nous ne sommes que de pauvres errants. Mais Soliman, qui a des yeux bleus bordés de noir, s'adressant tour à tour aux 3 voyageurs, les couvre d'éloges sincères. Non, Seigneur, dit David, Renard a raison. Votre Altesse est trop cultivée pour ignorer le sens de la pénitence. Ne blasphémez pas, dit Soliman, Allah n'approuve guère qu'on se désolidarise. Et donc, finalement, cet épisode central de la visite à Soliman le Magnifique montre que, à l'intérieur de la fantasmagorie s'inscrit le désir d'un retour au réalisme, mais que ce désir d'un retour au réalisme se voit à son tour battu en brèche par l'irruption de la réalisation des fictions. Le dessinateur a dessiné Soliman le Magnifique, dont il existe, dont il est vivant, au début des années 1950, et qui pisait en Israël. L'intelligence bien mise attire toujours un jeune veau. Il y a également dans Le Renard et la Boussole de nombreuses références, allusions à Don Quichotte. C'est l'un des modèles de la fictionnalité paradoxale, puisque Le Renard et la Boussole pourrait être en quelque sorte embrigadé dans la longue liste des récits quichotiens, c'est-à-dire qui nourrissent ce paradoxe d'une fiction totale dont l'objectif in fine vis-à-vis du lecteur est de dénoncer la fictionnalité et de dénoncer l'illusion fictive. Ce bateau, quelle importance le mazout ou la rame, mon chevalier ou Barabas ou Dupont, si je m'en retourne à l'anglaise, ou royalement, ou comme tout le monde, si je m'intéresse au perroquet du capitaine ou aux bijoux d'une passagère, du moment que moi, me voici revenir, 13e siècle ou non, David ou non, Renard ou non, traînant dans mon bagage le relevé de leur cerveau et l'incomplétude de leur mission, patenté, consigné sur procès-verbal, que de feuillets lourds et inutiles, que d'espace devant moi, sans rapport avec leur surface. Je puis tout rejeter à la mer et l'enveloppe avec, autrement dit me noyer. Qui saura le fin mot de l'histoire? Qui, quel sous-produit de littérature, en ressurgira par oui-dire et pour le profit de quel monstre anonyme? Et puis, une bonne idée peut être finalement de ne pas écouter cette vidéo, ou de ne pas regarder cette vidéo. Mais cette chambre sue l'interrogation. Une des façons dont Robert Pinget travaille cette obsession qu'il a pour la voix, mais aussi cette obsession qui est au centre du Renard et la Boussole, de la fiction, de la dénonciation de la fictionnalité et de l'illusion fictionnelle à l'intérieur d'un récit lui-même fictionnel, que l'on retrouverait à la même époque d'ailleurs chez Calvino. C'est une parenté qui ne m'avait pas traversé l'esprit, mais elle me traverse l'esprit là dans l'improvisation que je vous livre au sujet du Renard et la Boussole. Cette obsession se retrouve dans un passage, un autre passage, autour de la page 150, dans lequel Pinget propose, en quelque sorte, la transcription d'une émission de radio
qui est donné d'ailleurs avec ces parasites, et donc avec tout ce qu'on n'entend pas, auquel se substituent des onomatopées. Chers auditeurs, le Chevalier du Toc, auteur d'un remarquable ouvrage sur l'âme, veut bien nous consacrer quelques minutes au micro. Nous l'interrogeons dans nos studios, nous nous excusons du bruit qui règne, quelques réparations urgentes ont dû être entreprises par suite d'un incident dû aux pluies de ces jours-ci. Monsieur le Chevalier, voulez-vous nous dire... Pardon, chers auditeurs, voulez-vous nous dire ce que vous pensez de votre ouvrage? Ding ding, je pense qu'il est très inté, pardon, chers auditeurs, très intéressant, c'est-à-dire qu'il m'intéresse beaucoup, ce qui ne veut pas dire pour le lecteur, à plus forte raison pour le lecteur aveugle, car certaines nuances, n'est-ce pas, à l'écriture braille. Je m'engage d'ores et déjà auprès des traducteurs. Paoum, aïe, tout de même, monsieur, ce micro, ne pourriez-vous... Pardon, chers auditeurs, je m'engage d'ores et déjà auprès des traducteurs à les aider dans l'interprétation de ces nuances. C'est une question de voix, comprenez-vous? Sourd. Problème autrement plus grave s'ils le sont de naissance, car comment la leur faire entendre? Les yeux n'y suffisent pas. Aïe, cette fois-ci, monsieur, pardon, chers auditeurs, des gravats nous tombent dessus. Je m'excuse aussi auprès de vous, monsieur le Chevalier, je vous supplie de vouloir bien continuer. L'occasion de vous entendre vous expliquer est si rare. Et donc ça continue, je ne vais pas tout lire, mais je peux vous montrer, parce que je ne sais pas si ma lecture a vraiment donné une idée de ça, mais il y a donc plein d'onomatopées qui interrompent l'émission de radio et qui sont données telles quelles dans la transcription. Alors évidemment, il y a un caractère, alors c'est sans doute aussi, je le disais tout à l'heure, c'est l'époque, l'année de parution du degré zéro de l'écriture, c'est bien sûr les premières représentations des pièces de Ionesco, Beckett, les lettristes, hein, je pense que là il faudrait vérifier, je fais peut-être un anachronisme, mais enfin on va avoir tout ce mouvement-là. De toute façon, ce genre d'expérimentation sur les onomatopées, sur le bruitisme, etc. ont déjà été tentés par les avant-gardes musicales, poétiques dans les années 20, et donc il y a évidemment tout cet aspect-là, mais c'est pas du tout un geste avant-gardiste ici, de la part de Pinget, c'est fait pour montrer que la transmission du savoir, la transmission des connaissances est sans arrêt parasitée par un réel trop réel et un réel qui est intransformable en œuvre littéraire. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de résumer ou de parler du Renard et la Boussole, parce que c'est un livre sur une multiplicité d'apories, en fait, sur une multiplicité d'impossibilités de dire le monde, ou d'impossibilités de faire que le texte reproduise de façon homogène ou fiable le monde. Donc on est bien entendu dans une crise fondamentale de la représentation, et on voit ici que la crise de la représentation est partout. Elle est dans la voix, elle est dans la reproduction mécanique, elle est dans la radio, elle est dans l'utilisation des fictions, dans le quichotisme, dans le voyage à Soliman le Magnifique, dans l'enchâssement de fiction à l'intérieur de fiction à l'intérieur de fiction. Bon, une série de procédés qui relèvent du postmodernisme. Comme c'est étrange, voilà le retour déjà écrit. Je vais terminer par la fin. Et je vais terminer par la fin dans la pénombre. Dans la pénombre délibérée. Comment se termine le Renard et la Boussole? J'ai parlé tout à l'heure de l'incipit, je m'appelle John Tintouin Porridge, qui se retrouve dans les tout derniers mots avec, j'ajouterai en NB, en nota bene, je m'appelle John Tintouin Porridge. Pourquoi est-ce que ça finit sur cette longue phrase, sur cette espèce de délire? Il aurait fallu tout citer, mais les 4 dernières pages sont en fait une longue énumération de groupes nominaux qui sont une accumulation d'éléments sans aucun rapport. Je n'ai plus d'idée, cela me contrarie car j'avais des intentions. Je voulais finir en beauté, je prévoyais comme une synthèse, un machin condensé, une morale quoi, page 240. Hein. C'est fichu. Et donc qu'est-ce qu'il fait, pardon, John Tintouin Porridge? Il termine en disant, il termine avec une accumulation d'images qui correspondent en fait à l'accumulation d'images sans structure, sans rapport les unes avec les autres, qui correspondent à ce que j'ai appelé tout à l'heure le bruit du monde, la cacophonie, c'est-à-dire l'accumulation d'un réel non structuré, non synthétisé. Et donc j'aurais voulu faire une synthèse, hein, je prévoyais comme une synthèse un machin condensé, c'est fichu. Et à la place de la synthèse qu'il n'a pas réussi à faire, il livre cette espèce d'accumulation. J'en lis juste quelques
quelques pages, de la page 242 par exemple. La charmante pianiste, la pie voleuse, l'éternel mari, l'étrange aventure, la jeunesse qui passe, le monstre préhistorique, le trompeur trompé, l'envoyé du ciel, l'ange de bonté, le coin du bon sens, l'esprit de société, la passion généreuse, la marque au fer rouge, la vitesse maximum, le feu vert, le jaune d'œuf, etc., etc. Il y en a des pages, enfin il y en a 4 pages, et c'est à peu près illisible d'ailleurs tel quel. Enfin, à moins justement d'ailleurs de le lire de manière comme une performance à l'oral, en lecture silencieuse, c'est très difficile à lire. D'où vient ce déraillement? D'où vient que John Tentwin Porridge, qui a quand même réussi à dépasser ses échecs, à dépasser son incapacité à écrire, qui était plus ou moins le sujet du début du roman, pour produire cette espèce de fable d'un renard avec un juif errant en Israël, qui lui permet de décrire Haïfa, de décrire Tel Aviv, de décrire Jérusalem, de proposer un certain nombre de réécritures, de mythes bibliques, du Quichotte, de mythes aussi qui sont des mythes orientalistes. Qu'est-ce qui fait qu'une fois de retour à Fantoine, alors qu'il se promène avec ses amis, qu'il boit un coup à droite à gauche, qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve face à cette accumulation dont il n'arrive pas à faire de synthèse et qui fait que son livre se termine sur ce vacarme et sur cette aporie? Eh bien, c'est qu'il reçoit la visite de la Lorpailleur, Mademoiselle Lorpailleur, qui est en fait l'institutrice qu'on a déjà rencontrée dans Maheu ou le matériau, et qui se pique d'écriture, et qui est une écrivaine, qui est une des figures d'écrivaine une fois de plus, de la grande cosmogonie, de l'univers fictionnel de Robert Pinget. Et la Lorpailleur lui rend visite, soi-disant en fait une visite de politesse pour lui parler un peu entre collègues, et elle lui parle en fait de son début. Ça commence à la page 219. J'ai rencontré Mademoiselle Lorpailleur, la romancière. Je l'ai priée de m'accompagner chez moi. J'avais à lui montrer ses dernières notes. Et elle lui dit que c'est très bien de commencer par le « je m'appelle », etc., mais qu'il aurait mieux valu commencer par « je suis né ». Et s'ensuit une espèce de logorée totale de la Lorpailleur qui raconte des dizaines, j'ai pas compté, mais des dizaines et des dizaines de naissances différentes, en disant je suis né ici, je suis né là, et en inventant à chaque fois des autobiographies toutes plus hallucinantes ou fantasmagoriques les unes que les autres. Juste après la visite de la Lorpailleur, c'est là, page 240, que John Tentwin Porridge dit « Ouf, cette Lorpailleur m'assomme, elle m'épuise, je n'ai plus d'idées. » Il a été confronté, moi c'est comme ça que je le comprends, au fait que, à partir du moment où on a écrit une fiction, en fait, on peut en écrire autant qu'on veut, et que la fiction est infinie, et elle est répétitive, et elle est réduplicable, et que donc, quand on a pu écrire une histoire comme celle du renard et la boussole, en prétendant qu'elle avait des fondements réalistes, ou autobiographiques, ou une certaine véracité, ou véridicité, eh bien, en fait, cette histoire pouvait elle-même se rédupliquer et avait en fait autant d'ombres et autant de fantômes qu'on pouvait en imaginer. Moi c'est comme ça que je comprends le délitement total de John Tentwin Porridge. Il n'arrive plus à aller de l'avant, il n'arrive pas à faire la synthèse, il se retrouve en quelque sorte assommé, oui, et parasité. C'est pour ça aussi que je le relierai à la scène que je lisais tout à l'heure et que je commentais tout à l'heure du parasitage radiophonique, dans l'intervention du chevalier Toc, hein, j'en parlais tout à l'heure, je le relie à ça parce qu'il se trouve face à ça, et donc finalement, il n'arrive à faire que ce qu'il a subi de la part de la Lorpailleur, une accumulation, une juxtaposition torrentielle, sans rime ni raison, sans début ni fin, sans queue ni tête, qui finalement vient envahir son texte, qui vient envahir son livre, et c'est pour ça que le livre lui-même se termine sur cette accumulation, et sur le retour au début. Et pour qu'ils se souviennent, j'ajouterai en NB « Je m'appelle John Tentwin Porridge », comme s'il se raccrochait en fait à la première phrase du livre, comme d'une sorte de planche de salut, ou de memento essentiel. Pour qu'ils se souviennent, j'ajouterai en NB « Je m'appelle John Tentwin Porridge ». Donc le texte comme étant une sorte à la fois de NB, c'est-à-dire d'avertissement au lecteur, mais aussi de marge du monde, de marge du monde et d'aveu d'échec, à savoir on est revenu au point de départ, on est revenu au début du livre, et le livre n'a pas réussi à aboutir à une morale ou à une synthèse. Et c'est ça qui se passe dans Le Renard et la Boussole. Bien, j'ai conscience d'avoir parlé très longtemps, je vais faire un petit montage pour essayer de couper, mais malgré tout c'est très long.
bon bah on zappe comme on veut, c'est pas grave. Et puis une bonne idée peut être finalement de ne pas écouter cette vidéo, ou de ne pas regarder cette vidéo, c'est trop tard, j'aurais dû le dire dès le début, et plutôt de consacrer les 30-40 minutes, peut-être plus, je sais pas, de cette vidéo à lire Pinget, et notamment à lire Le Renard et la Boussole. Ma toile est tendue comme un tambour. Je l'ai préparée à la colle de peau et au blanc de zinc. Elle rend un son de pucelle matinale.